Petit-fils et fils d'agriculteurs, Arne a décidé de ne pas du tout suivre la tradition familiale et de devenir plutôt architecte en héritant. Par contre, de cette ferme, il a également hérité du corps de logis qui date de 1645. Et c'est dans ce corps de logis qu'il a décidé de créer son habitation en rénovant l'ensemble. C'est cette rénovation que je vous propose de découvrir après le sommaire. Ah, vous allez le voir, hein, durant toute la visite, une des grandes idées maîtresses de la rénovation, ce sera d'exploser, d'ouvrir un maximum les espaces. On a un bel exemple ici, on se trouvait avant dans un petit hall très étriqué. Il y avait un mur ici, mur que je franchis allègrement, Arne, pour me retrouver aujourd'hui dans le salon télé. C'est ça. En fait, c'est une des seules pièces dans lesquelles on n'a pas fait énormément de transformation. Ça, c'est essentiellement limité à un nouvel aménagement, en fait. Oui, parce que l'essentiel de la transformation, il est juste là, juste derrière. Ce seront les pièces de vie. Et puis à l'étage aussi, c'est bien entendu cela qu'on va découvrir. La ferme était dans quel état au départ? Lorsque nous sommes arrivés ici, les pièces, en fait, étaient chacune bien séparées l'une de l'autre et en relation par de petites portes. On peut remarquer qu'il n'y a aucune porte de la même hauteur. On l'a bien compris, vous cassez tout, vous recréez des communications et des relations entre les pièces et puis vous amenez aussi cette touche contemporaine dans un bâtiment dont l'extérieur est classé. Il faut l'oser, ça. Oui, je voulais marquer une touche aussi de sobriété. Donc j'ai créé des baies en symétrie à gauche et à droite de la cheminée. Assez épuré. Le chapiteau de la cheminée, lui, lors des démolitions, n'a pas tenu, donc on l'a carrément refait aussi de façon plus sobre. Vous gardez les matériaux au sol et c'est vrai que c'est une des règles aussi. Hein, quand vous tirez le papier peint dans à peu près toutes les pièces, il y a tout qui s'écroule. Donc c'est un budget beaucoup plus important que prévu, c'est beaucoup plus de temps. On reparlera de ça, on reparlera aussi de l'isolation qui doit être un des points très importants dans ce genre d'habitation. Je vous propose d'aller faire un petit tour à l'étage et moi je vous y retrouve. Ici, Arne, à l'étage, toutes les pièces ne sont pas terminées. La salle de bain l'est, et c'est vrai qu'on va retrouver un mélange entre une certaine sobriété et une chaleur. Oui. Ça vient de quoi, ça? La chaleur, essentiellement des couleurs assez douces et l'utilisation du bois assez clair au sol, en tablette et en applique murale. On reparlera de l'utilisation du bois avec Virginie dans quelques instants. On reparlera aussi du matériau qui est utilisé pour le pourtour de cette baignoire. Mais avant cela, je vous propose de partir à Blény pour découvrir une habitation neuve où dialogue parfaitement le bois et la pierre, le tout dans un budget assez serré. Eh oui. Où suis-je? Eh ben, je suis tout simplement là. C'est vrai que je voulais qu'on s'attarde quelque peu sur la cuisine, qui avait une double contrainte. Il fallait d'abord cacher cette porte d'entrée vers l'extérieur. Et puis Benoît, en fait, Arne, c'est quelqu'un de très très fêtard, mais qui n'aime pas trop faire la cuisine. Donc il fallait imaginer un espace qui lui convienne. Voilà, donc le point de départ de la cuisine a été de créer une zone pour cuisiner quand même, mais une zone qui répondait à cette partie-là, qui était vraiment la partie conviviale de la cuisine, qui peut non seulement servir d'extension en cas de grande soirée, ou qui sert aussi d'élément convivial de réunion et familial et avec les amis. On le voit, il y a bien entendu ce mélange de matériaux entre l'inox et le bois. C'est bien ça, hein. Il y a aussi deux niveaux différents. On va un peu parler de cette différence de niveau parce que qu'est-ce que ça permet? En fait, la différence de niveau, non seulement créer une zone un peu plus basse, donc un peu plus haute, en contradiction avec la table qui est de l'autre côté, mais surtout permet aussi d'avoir une zone de travail surélevée, donc ce qui vous permet d'être plus droit et d'avoir vraiment cette dualité entre une zone de cuisson et une zone évier qui vous permet d'avoir une zone pour vous tenir bien droit pour travailler. Deux, trois petits détails dans cette cuisine, c'est par exemple ce volet qui permet la plupart du temps de cacher tout ce qui n'est pas vraiment beau. Ici, c'est pas trop le cas. Puis il y a cette tablette extractive, ça aussi c'est une bonne idée. Ça, en fait, c'est une double fonctionnalité, non seulement de pouvoir permettre de sortir l'électroménager, mais aussi en cas de préparation, de retrouver un plan de travail supplémentaire libre si le reste de la cuisine est utilisé pendant une préparation plus conséquente. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, hein, ce genre
genre de cuisine, ce genre d'aménagement, ce n'est possible que dans les grands espaces, et c'est le cas ici. Dans une petite maison, 2 pièces en enfilade, 3 pièces en enfilade, une petite maison de ville, on ne peut pas créer ce genre d'espace. Mais ce qui est trompeur, c'est qu'en fait, maintenant, comme la cuisine devient vraiment le cœur de la maison, on a tendance à regrouper 2 fonctions, qui étaient la salle à manger et la cuisine. Donc maintenant, du fait de récupérer ces 2 espaces en un, on a suffisamment de mètres carrés qui permettent d'utiliser l'ensemble et de créer ce type de projet. En fait. Très concrètement, on peut manger à combien autour de la table? Celle-ci, plus ou moins 6 personnes. Ah oui, quand même. Allez, petite coupure pub et on se retrouve juste après avec Virginie, avec le propriétaire et puis avec tous nos petits camarades. Virginie, on revient dans cette salle de bain parce que c'est vrai que j'avais dit qu'on allait parler de 2 matériaux, entre autres le bois que l'on retrouve partout à l'étage. C'est quoi? C'est du chêne en fait qui a été vieilli? Voilà, c'est un plancher en chêne semi-massif. C'est-à-dire? C'est un semi-massif, ça veut dire que la couche du dessus est en chêne, oui. mais il n'est pas massif sur toute l'épaisseur. En dessous, on a un contreplaqué. Et alors on a l'impression quand on le touche qu'il est un peu irrégulier. Voilà, il n'est pas tout à fait lisse, donc ça a été fait exprès. Il est vieilli de manière volontaire en laissant un relief comme ça pour lui donner cet aspect vieilli. Autre matériau dont je voulais parler, c'est le Kerley. Joli matériau, assez onéreux et assez fragile finalement. Voilà, il faut vraiment faire attention à la mise en œuvre du Kerley. C'est un matériau qui est très fragile quand on le découpe. Très fin. Très très fin, et donc forcément on a besoin de machines adéquates pour pouvoir faire la découpe, parce que si on se trompe, eh ben, on fait vite une erreur, et sur un carrelage à ce prix-là, on est quand même fort embêté. C'est vrai que c'est un matériau qui peut casser assez rapidement et qui coûte 100 € du mètre carré. C'est très embêtant quand on le casse. C'est d'autant plus embêtant quand on le casse sur de grandes surfaces comme ici dans la douche où là on a l'effet ventouse. Voilà, comme c'est un grand morceau, ben, quand on l'applique, s'il n'est pas bien mis du premier coup, qu'on veut le retirer pour le réajuster, le problème c'est qu'avec la colle on fait ventouse et de nouveau avec son épaisseur très très fine on risque de le casser. Et clac, on repère 100 € du mètre carré. Est-ce que vous avez le pied marin, Virginie? Non. C'est vrai? Bah, pourtant je vous emmène sur l'eau maintenant pour découvrir une péniche transformée en lac. Arnaud, une question que l'on se pose immanquablement dans ce genre de bâtiment du 17e, c'est comment est-ce qu'on parvient aujourd'hui à isoler ce genre d'habitation qui n'a pas du tout été prévu pour ça? Pour moi, la solution est de réisoler par l'intérieur. Les murs ici, à l'origine, avaient une épaisseur de 40 cm. Ouais. Ça, du côté intérieur, donc moi j'ai opté pour une cloison légère, un isolant avec une laine minérale et une finition en gyproïque. C'est vrai que ce genre d'isolation, ça a permis de bien redresser les murs aussi. Très important de noter, c'est que c'est vrai qu'avec l'épaisseur des murs qui était en bon état, il n'y avait pas d'infiltration d'eau qui pourrait donc endommager l'isolation intérieure, ce qui est souvent problématique. Oui. C'est bien ça. C'est ça. Allez, petit conseil de Françoise Mourru maintenant qui revient sur les habitations modestes et on a une bonne nouvelle. On termine cette émission avec ce dernier petit détail, c'est ce faux plafond. Arne, c'est quoi, c'est un petit délire d'architecte ça? Il a 2 fonctions. Premièrement, il permet d'atomiser l'espace cuisine. Ouais. Deuxièmement, il a permis d'insérer tout ce qui est hotte et luminaire. Et ça fonctionne ça, la hotte à cette hauteur-là? À cette hauteur-là, oui, en majorité, sauf pour tout ce qui est graisse lourde, steak, etc. Mais comme vous n'avez pas fait la cuisine, finalement, elle est très très bien là. Elle est très bien.